Et bonjour, voici Total Tracks, épisode 5, partie 8. 3000. 3000, ouais, c'est ça, Rafik. Nous ne savons plus où nous en sommes, c'est pas grave, nous continuons vaillamment à explorer le monde de la fantasy au travers de ces musiques de films. Et c'est un vrai bonheur que de partager ça avec vous, messieurs, n'est-ce pas, Rafik ? C'est tout à fait réciproque. Et avec Olivier. Bonjour, Olivier. Je suis absolument fou de joie d'être là. Eh ben, ça s'entend. Donc, nous en étions restés à La fille de l'eau. L'excellente partition, et je ne le dirai pas souvent, de James Newton Howard pour La jeune fille de l'eau de Shyamalan. Et nous allons recommencer. Olivier veut me prendre en photo en train de dire du bien de James Newton Howard. Et nous allons recommencer cette nouvelle partie avec aussi de l'excellente musique et d'excellents films. Mais avant ça, il faut remercier. Remercions nos tipeurs. Oh, merci les tipeurs. Et remercions les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, et qui nous encouragent en laissant des sous sur Tipeee. Ça va au-delà de la motivation. C'est notre carotte qui nous fait avancer et qui nous fait surtout vous préparer de très belles émissions à venir, n'est-ce pas, Olivier ? Et merci aussi aux lecteurs d'Underscores parce que je vois que vous suivez, que vous commentez et ça fait très plaisir. Et bien sûr, on tient compte de vos recommandations, de vos critiques aussi et de vos remarques. Et on essaye de se corriger. Et aussi les corrections, parce qu'il nous arrive de dire quelques petites bêtises en ce qui me concerne. Moi, je parle beaucoup et des fois, c'est voilà, mais quand c'est généralement bien fait. Oui. Parce qu'il y a des façons de faire pour corriger. Et c'est généralement très bien fait, ça fait plaisir. Je suis pas toujours en mesure de liker parce que des fois c'est sur SoundCloud ou ce genre de sur SoundCloud on peut pas liker, c'est embêtant. Il faut être abonné pour commenter, mais en tout cas je suis reconnaissant aux gens qui font des corrections, même si dans certains cas c'est effectivement des choses qui me sont moi-même apparues. Oui. Après coup, voilà. En réécoutant l'épisode. Donc, oui, effectivement, le salon des refusés, c'était en référence aux impressionnistes et pas du tout à Louis XIV. Donc merci à la personne qui a fait la remarque. Pareil pour James Horner, pour Willow, c'est la symphonie numéro 3 et non pas la numéro 9, je ne sais plus quel numéro on avait cité, et bref. Alors, ce qui veut dire que nos auditeurs sont extrêmement vigilants à ce qu'on peut dire, et on les remercie. Ouais. Et voilà, donc en effet, c'est notre travail, c'est une des pierres qui permet de constituer cette communauté de fans de musique de film et de cinéma en général. Et grâce à vous, et grâce à vos remarques sur, en effet, SoundCloud, Facebook, Twitter, quand c'est Twitter, je retweet évidemment, ou le compte de Total Tracks, @TracksTotal, retweet l'information, et c'est tout à fait, ça fait tout à fait avancer le schmilblick, comme qui dirait. Bon, et on va rentrer direct dans l'action. En 2007, nous sommes en 2007. Avec un film, alors c'est on va pas dire ce que c'est, on va lancer directement la musique. Oui, d'accord. Parce que c'est, voilà, on commence en fanfare. C'est une très bonne idée. Alors, l'ami Alan Silvestri, comme on le disait dans le dernier épisode, n'a pas eu la chance de pouvoir faire la musique des Pirates des Caraïbes, mais son ami réalisateur Zemeckis lui donne l'occasion ici de composer peut-être une des plus belles partitions de fantasy des années 2000. En tout cas, je trouve une des plus péchues, tout en étant musicale, pour ne pas citer ceux qui sont occupés des Pirates des Caraïbes. Ceux dont on ne prononce pas le nom derrière ces micros. Pour un film qui a pas du tout eu le succès escompté, qui était une grosse production. Ou mérité. Exactement. Arrivé trop tôt, ou en tout cas pour un public qui n'est pas encore habitué à lâcher l'idée qu'entre l'animation et le cinéma live existe quelque chose qui n'a pas encore été entièrement travaillé et appréhendé
qui est le cinéma virtuel. Donc c'est Beowulf de Zemeckis, qui est basé sur un scénario de Neil Gaiman et Roger Avary, excusez du peu, donc le co-créateur de Pulp Fiction, qui revient en fait sur le texte original de Beowulf, qui est un texte fondateur de la culture anglo-saxonne. C'est un des plus anciens textes saxons connus, qui a inspiré en fait toute la fantasy. Tolkien lui-même s'inscrit dans le sillage du récit de Beowulf à travers le Chevalier du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux. Un film comme Le 13e guerrier est une vision que Michael Crichton a de la légende de Beowulf vue par les yeux d'un érudit arabe de l'époque, Ibn Fadlan. Il y a plein de récits d'heroic fantasy qui tournent autour de... Et il y avait déjà eu une adaptation formidable de Beowulf des années 90 avec Christophe Lambert, dont on se souvient, tellement que c'est extraordinaire. Mais le problème, voilà, le problème, c'est quand par rapport à des éléments culturels forts, les gens te sortent en général la grosse merde. Mais en fait. voilà. T'as envie de leur dire, tu vois, quelqu'un, t'es en train de parler de Shakespeare et quelqu'un te dit, ah ouais, comme dans le truc de Récréa 2, là. Voilà, non, Shakespeare, mec. Non, mais j'ai fait ça volontairement. Je sais bien, provocation de bas étage. Mais voilà, donc un film qui aussi n'a pas été exploité comme il aurait dû l'être. Mais oui, c'est trop tôt, comme tu disais, c'est arrivé trop tôt. La 3D n'était pas prête. Avant Avatar, la 3D était pas. Il n'y avait pas suffisamment de salles équipées. En France, il y avait une seule salle qui le passait dans les conditions idéales, qui était le Disney Village, qui était une salle IMAX 3D. J'ai pu faire la différence puisque j'ai découvert le film en projection de presse 2D 35 de base, de merde. Et je l'ai revu ensuite à sa sortie au Disney Village et j'ai halluciné parce que c'est la première fois de ma vie où ça m'a fait cet effet-là. Je n'ai pas vu le même film. Pas seulement en termes de spectacle, je n'ai pas vu le même film en termes de récit. C'est-à-dire que je découvrais les subtilités du récit que la version 2D annihilée, en fait. C'est pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir faire une projection 3D l'année dernière au Club de l'Étoile. Et j'ai vraiment encouragé les gens à venir revoir le film. Et à la sortie, les spectateurs étaient d'accord avec ce que je leur avais vendu. Ils m'ont dit, c'est pas le même film. On n'a pas compris la même chose, quoi. Simplement parce que la mise en scène 3D de Zemeckis te donne des informations et des éléments sur les rapports entre les personnages qui disparaissent complètement de la version en aplat. Donc voilà. Alors malheureusement... à part le cinéma, il n'y a pas moyen de le voir en 3D parce qu'il n'y a aucun support 3D de ce film. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Et c'est aussi un film qui, malheureusement, n'a pas été compris comme étant autre chose qu'un film d'animation, alors que ce n'est pas un film d'animation. Il y a un casting 4 étoiles. Ce sont vraiment les comédiens que l'on voit. C'est Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright, Crispin Glover, Angelina Jolie, etc. Ça va quand même au niveau casting. Ils n'étaient pas là pour donner leur voix aux personnages. Ils sont là pour interpréter et incarner les personnages. Et pareil, quand on voit le film en 3D, en IMAX, le jeu du comédien ressort d'une façon évidente. Je veux dire, même des gens qui sont pas cinéphiles ont reconnu Crispin Glover, qui joue un monstre quand même dans le film, parce qu'ils ont reconnu le jeu, en fait, du comédien. Qui a un jeu bien particulier. Oui, certes. C'est le papa de Marty McFly dans Retour dans le futur qu'on va retrouver dans plein de films. Il a un jeu exacerbé, alambiqué, etc. Mais justement, il ressort d'autant plus quand on voit le film dans les bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est dommage. Mais en attendant, Silvestri s'est fait plaisir. Je trouve que c'était pas évident de faire fonctionner la guitare électrique sur ce score. Olivier, tu peux peut-être nous en dire plus Je peux en dire plus. Alors Silvestri, ce qu'il avait en tête, c'était de la musique de Gladiator. C'est exactement ce qu'on ressent quand on écoute d'ailleurs le générique sans image. C'est faire quelque chose qui soit purement l'essence du viril, du guerrier, de celui qui va mourir au combat. Et c'est ce qui ressort en bonne partie de la musique. Mais là où il a le plus de mal, c'est sur la grande scène de séduction que Zemeckis compare aussi à l'araignée avec la mouche, qui se passe dans la caverne quand Beowulf va voir la mère de Grendel. Et il s'est appuyé sur ce qu'il avait appris avec Jerry Goldsmith pour faire un thème qui finalement est pas très éloigné de ce qu'on avait dans Basic Instinct. Donc c'est pas celui qu'on a écouté là, c'est assez différent. Moi je vous recommande tout l'album, c'est vraiment un album formidable. Tout l'album s'écoute très très bien. Silvestri a quand même pas mal galéré parce que vu le process de performance capture utilisé pour le film et les machines qu'ils utilisaient à l'époque, le temps de rendu des versions finales était extrêmement long.
et il a composé presque toute la musique en ayant juste ce qu'on appelle les animatics, donc ce que lui appelle le bonhomme Michelin en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire pas tellement plus des formes très grossières, que des formes, voilà. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes puisque le film évoluant avec le temps, il a dû revenir, il a dû remodifier quasiment chaque morceau jusqu'à la veille de l'enregistrement pour que ça colle vraiment au film. Bon, en tout cas, voilà, on sent là tout l'amour que Rafik porte à Beowulf et on espère peut-être qu'un jour un petit éditeur aura le courage de sortir un Blu-ray 3D, qu'on puisse enfin le voir chez soi, parce que maintenant le voir de la 3D au cinéma, ça devient de plus en plus difficile. Alors, quand on parle de patrimoine et de vieux films, ça devient quasi impossible. Je me rends compte que j'ai pas répondu à la question de Rafik sur la guitare électrique. Oui, réponds donc à la guitare électrique. En fait, ayant l'habitude de travailler avec Zemeckis depuis très longtemps, au monde Beowulf, ça faisait presque 30 ans qu'ils travaillaient ensemble. 25 ans peut-être. Retour vers le futur, c'est 86, c'était à la poursuite du Diamant Vert. Ah oui, la poursuite du Diamant Vert, le premier. 25. Ouais. Et donc Sylvestri, c'est exactement comment Zemeckis va utiliser tout ce qui est ambiance, effets sonores. Il peut lire le film en n'ayant que l'image muette et savoir déjà comment ça va sonner au final. C'est l'avantage des longues collaborations. Et donc il a choisi pour chaque séquence des instrumentations, des orchestrations qui ne sont pas en conflit avec les effets qu'il va y avoir sur la scène. Et c'est vraiment un truc qu'il fait sans en parler avec personne. Hein. D'emblée, instinctivement, il sait exactement comment il va gérer le bruit de la mer, le bruit des batailles, etc. Et du coup, il choisit toujours les sonorités qui se démarquent pour que la musique ressorte et puisse respirer malgré la grosse masse d'effets sonores qu'il y a sur ce type de film. Et là, il y avait la guitare électrique. Et donc là, il y avait entre autres la guitare électrique. Bon, alors, on avait déjà parlé dans les épisodes précédents des adaptations plus ou moins heureuses et réussies de livres de fantasy au cinéma. Post Lord of the Rings. Post Lord of the Rings. Lord of the Rings inaugurant une longue série de films plus ou moins bons, plutôt moins d'ailleurs, d'adaptation pour être dans la mouvance du succès. On avait parlé de Eragon, on avait parlé des Chroniques de Narnia, et là on arrive à une autre adaptation, un autre film qui va être un échec cuisant pour son studio. Je crois que c'était Warner derrière. Non, c'est New Line. C'est New Line aussi. En fait, ce qui s'est passé avec New Line, c'est qu'au lendemain du succès du Seigneur des Anneaux, son big boss, Bob Shaye, c'est lui qui avait lancé qui avait greenlighté la trilogie, puisqu'en fait, au départ, c'est une histoire compliquée, mais Miramax était censé faire le film. Il voulait retirer le film à Peter Jackson pour en faire un seul film de 2 heures réalisé par John Madden, le réalisateur de Shakespeare in Love. Quelle bonne idée. Ouais, ça aurait été bien, le Seigneur des Anneaux par John Madden. Surtout 2 heures. 2 heures, voilà. Et en fait, ils avaient laissé à Jackson la possibilité d'aller démarcher d'autres studios, mais dans un délai qui était a priori impossible à tenir. Sauf que ils ont vraiment trouvé. Et donc il y a eu une course contre la montre. Et comme New Line à l'époque était plus ou moins en concurrence avec Miramax, le Bob Shaye s'est dit mais attendez les gars, il n'y a pas 3 films au départ sur ce truc-là. Et en gros c'est lui qui a donné vraiment la latitude pour les 3 films. Donc très bonne chose, mais ensuite, vu le succès délirant du film, il a tenté de tirer la couverture à lui, en fait, en se faisant passer pour le grand initiateur du renouveau de l'heroic fantasy à Hollywood, et il a lancé comme ça des projets qui se voulaient être dans le sillage du Seigneur des Anneaux. Un gros projet complètement oublié aujourd'hui qui était Mimsy, qui est une espèce de... je sais même pas ce que c'est. C'est sorti au cinéma, ça. Alors oui, c'est sorti au cinéma. Mimsy, le messager du futur, sorti en 2007, donc qui était censé être son E.T., ça allait faire les mêmes scores. Ils avaient inondé les magasins avec des jouets. C'est un truc complètement énorme et complètement enterré aujourd'hui. Oui, il avait d'ailleurs poussé le vice jusqu'à aller chercher Howard Shore pour faire la musique. Oui, Howard Shore pour la musique. Bruce Joel Rubin de l'échelle de Jacob et Ghost au scénario. Et ça vaut quelque chose ? Non, c'est irregardable. Mais il faut imaginer, voilà, un patron de studio qui devient producteur diva en fait. Et dans le sillage du Seigneur des Anneaux, il a aussi racheté la série de bouquins de The Golden Compass, la boussole d'or, avec donc comme projet de lancer une nouvelle franchise monstrueuse. Un beau projet parce que c'est une bonne base littéraire. Les bouquins bénéficient d'un bon suivi, surtout ils sont respectés, mais aussi il y avait un
following, c'est-à-dire que ce sont des livres qui ont été lus. L'adaptation filmique partait sur de bonnes bases, on va dire, sauf que justement, comme les gens, encore aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la particularité qu'a été Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un film qui s'est fait hors... grâce à Peter Jackson, surtout. Mais un film qui s'est fait hors du cadre hollywoodien, avec une méthode de travail très particulière, des gens particulièrement investis. Enfin, je vais pas vous renvoyer vers les making-of qui sont suffisamment bien faits sur les éditions des versions longues pour donner un aperçu de l'aventure humaine qu'ont été ces films. Mais cette aventure humaine, elle permet justement la concrétisation de projets impossibles, quoi. Là où, lorsque c'est fait à Hollywood et géré par les studios eux-mêmes, ça donne la boussole d'or, c'est-à-dire ce qu'on appelle grossièrement un film de luxe, mais dans la version ironique du terme, c'est-à-dire une espèce de catalogue pour parfum, plutôt que de l'heroic fantasy. Et pourtant, beau casting, une bonne base littéraire, le réalisateur, je vois pas qui c'est, mais bon. C'est Chris Weitz, c'est lui qui a fait également, je crois, le 2e épisode de Twilight, pour lequel il avait également pris le même compositeur que La Boussole d'Or, c'est-à-dire Alexandre Desplat. Mais le film est une aberration quand on connaît le bouquin, en fait. Puisqu'ils ont trouvé que c'était pas suffisamment construit comme un scénario. Ils ont commencé à déplacer des pans entiers dans le film en bouleversant complètement, en fait, la structure narrative qui est extrêmement travaillée dans l'œuvre d'origine. Et du coup, ça marchait pas. Et en plus, c'est quand même centré autour d'une gamine. Et là, ils ont casté une tête à claque qui ne génère aucune empathie de la part du spectateur. Et pour info, la trilogie est de nouveau en train d'être adaptée. Oui, ils ont effacé les ardoises et on remet tout à zéro. Puisque là, il y a une... je crois que c'est Netflix. Comme Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Non, c'est Amazon, Le Seigneur des Anneaux. Pas sous-estimer la place d'un réalisateur sur des productions de cette envergure. On n'a pas assez insisté sur qui est Chris Weitz. Chris Weitz, c'est le réalisateur du plus grand film du 21e siècle, je pense, qui s'appelle American Pie. Ah oui. Oui. Voilà, qui a laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Ça veut tout dire, c'est-à-dire Bob Shea qui est en mode je suis le roi du monde et moi je sais faire de l'heroic fantasy, parce qu'il y avait ce côté. Mais tu vois, Peter Jackson, c'est le réalisateur de Meet the Feebles, donc chacun son film pour enfants. Personne ne l'a vu, celui-là. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et j'apprécie toujours autant. Le lapin qui se drogue. Donc voilà, film de luxe avec Nicole Kidman qui montre qu'elle a des jolies robes et je pense que la musique est un peu au diapason essentiellement parce que Alexandre Desplat, voilà, c'est du luxe. Ouais. C'est du luxe, mais ça fait pas vibrer. Donc moi j'aime bien, mais il y a des moments agréables dans le score et notamment le morceau qu'on va écouter qui est une scène de survol de la ville mythique, Sky Ferry. Et Desplat sait faire des choses agréables en fait, qui plaisent à l'oreille effectivement. On va écouter ça tout de suite. Alexandre Desplat qui s'était vu, le pauvre, déjà en charge d'une trilogie. Il n'y a jamais eu qu'un seul film, bien évidemment. Et il avait posé les bases pour ça. C'est-à-dire qu'il avait écrit 13 thèmes pour tous les personnages qui étaient vraiment pensés pour être modifiés, trafiqués au fil de l'histoire. Il avait lu les 3 livres et il avait vraiment déjà le canevas complet du truc en tête. Et il n'a jamais eu l'occasion, évidemment, de le mettre en musique. On le sent bien, il perdait pas le nord, Alexandre Desplat, dans le Golden Compass. Vous pouvez rire.
On peut rire. Enfin, quoi qu'il en soit, à la vision Vous payez aussi pour ces jeux de mots de bas étage, les amis. À la vision du résultat, on n'en sort pas vraiment enchanté. Non, c'est dommage. Oh, c'est bon ça aussi, bravo. Oh là là, c'est un festival. Il s'était retrouvé là-dessus après le succès d'un score qu'il avait fait, même si le film est pas vraiment connu en France. Je pense que c'est un film qui s'appelait Le Voile des Illusions, qui est sorti en 2006 avec Naomi Watts et Edward Norton, qui était une grande saga romantique historique qui se passait en Chine et pour laquelle il avait composé un score très dans la mouvance on va dire romantique français, ou post-romantique plutôt, qui allait d'Éric Satie à Ravel, on va dire, quoi. Et je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait été nominé aux Oscars pour ça. Ouais. Oh, bah, finalement, il finira par l'obtenir, mais et du coup, ça l'avait immédiatement mis sur la... Voilà. Et dans cette idée de film de luxe, parce que c'était vraiment le projet de Golden Compass, l'idée d'avoir un compositeur français qui nous fait une musique, parce que pour les Américains, la France reste associée au luxe, y compris musicalement. Et d'ailleurs, ce qu'on entend là, c'est, si vous aimez ce qu'on vient d'entendre, c'est dans The Painted Veil, qui était le titre original du Voile des Illusions. Vous avez déjà les mêmes genres d'accords dans ce film romantique de l'année d'avant. Très bien. Et bien la même année, en 2007, il y a 2 autres films qui nous intéressent en fantasy, même 3, avec des compositeurs un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans ce domaine, dont un que j'aime particulièrement qui s'appelle Aaron Zigman, pour un film qui m'a touché. Alors c'est peut-être pas un film très connu, mais qui s'appelle Bridge to Terabithia. Oui, Le Secret de Terabithia, ouais, qui est pas mal du tout. Ouais. C'est un film étonnant. Alors c'est vraiment un film de fantasy parce qu'il y a un univers fantastique médiéval avec des créatures et avec des combats et avec plein de choses. Et avec des géants. Et avec des géants, il y a plein de choses. Et il y a surtout ces 2 enfants qui vont vivre ces aventures, qui sont extrêmement bien joués. Et je ne vous spoilerai pas le film, mais il y a une fin très étonnante pour une production américaine. Et franchement, enfin moi, ça m'avait un peu scotché. Je trouve que ce film n'a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir à sa sortie, n'est-ce pas, Rafik ? Oui, je suis d'accord. C'est un film sensible sur la nécessité d'un imaginaire fort pour des enfants qui doivent affronter les choses difficiles dans leur existence et qui se servent en fait ça, c'est un thème récurrent de l'univers des fantasy, qui se servent justement de leur capacité à rentrer dans le monde imaginal pour y résoudre leurs conflits et leurs démons, en fait. On retrouvera ça dans le film de Bayona, Monster Calls, quelques années plus tard, avec une thématique un peu proche. Oui, bien sûr, la confrontation au deuil et tout ça, c'est des thèmes fréquents dans la fantasy, c'est déjà au cœur du Magicien d'Oz. Encore une fois, si vous revenez au bouquin d'origine ou au film dont on a parlé, Return to Oz, un monde extraordinaire, c'est des films qui traitent de la notion de folie, en fait, et comment l'esprit d'un enfant peut s'enfermer dans un monde imaginaire comme échappatoire à la dureté imposée par l'existence. Donc on va écouter quelques minutes de Bridge of Terabithia d'Aaron Zigman, ça date de 2007 et c'est très très joli.
Hans Zimmer, qui est quelqu'un, encore une fois, qui ne vient pas initialement, enfin son début de carrière n'était pas orienté sur la musique de film, il vient de la pop, il était arrangeur et producteur, il a travaillé avec un nombre incalculable de stars, par exemple Quincy Jones, Ray Charles, Phil Collins, Aretha Franklin, etc. Et il a commencé la musique de film dans les années 90. Je pense que Terabithia, c'est sa plus grande réussite. Ouais, c'est un superbe album. Le score entier est très beau. Mais il y a pas mal de choses bien dans sa carrière de compositeur de film, parce qu'il a une vraie sensibilité. Comme en plus il sait ce qu'il fait en termes d'orchestre, c'est quelqu'un qui est plutôt intéressant. Par contre, il a eu très rarement l'occasion de travailler sur des films qui lui permettent vraiment de se mettre en valeur. Je veux dire, son plus gros succès, c'est Sex and the City. Donc, on se souvient pas exactement de la musique qu'il a fait pour ça. Mais bon, il a même pas encore 60 ans, donc je me dis que peut-être qu'il a encore une chance de pouvoir percer vraiment avec... Encore un petit jeune, tout ça. Voilà, et d'ailleurs, quand on écoute le morceau qu'on vient de mettre, moi je trouve que ça ressemble assez à ce que pourrait faire, par exemple, James Newton Howard. N'est-ce pas, Rafik ? N'est-ce pas, Rafik ? Donc, je vous recommande Bridge of Terabithia, le score d'Aaron Zigman, mais aussi le film qui vaut le coup d'être vu si vous ne l'avez pas déjà regardé. Restons en 2007 avec un compositeur beaucoup plus connu de nous et des amateurs de musique de film, et surtout un compositeur qui a l'habitude de travailler pour la maison Disney. Il s'agit d'Alan Menken sur un projet absolument étonnant qui s'appelait Il était une fois, Enchanted en anglais. Tout à fait, qui est une... comment on pourrait appeler ça ? Une introspection ouais, c'est ça, de ses propres thématiques. Une tentative de grand public de regard postmoderne sur le rôle du conte de fées dans la constitution culturelle, bref, voilà. Qui suit l'histoire d'une princesse de conte de fées de cartoon, de dessin animé, qui se retrouve projetée dans le monde réel, mais qui continue dans ce monde réel à être dotée de ses pouvoirs de princesse et de ses réflexes de princesse, et qui évolue dans un New York qui, évidemment, avec des gens qui la regardent comme une zinzin un peu... alors qu'elle est réellement, qu'elle se vit être. C'est Amy Adams qui joue le rôle de la princesse, qui reviendra faire... la copine de Superman dans les remakes. Elle a pris, c'était un vrai plan de carrière, c'est-à-dire qu'elle a pris ce rôle comme sa plateforme de lancement. Effectivement, elle a été immédiatement remarquée parce que c'est un rôle très exigeant, parce qu'elle doit jouer dans une frontière extrêmement ténue entre la caricature et le réel. Mais elle est super bien. Elle est très bien, mais comment dire, son personnage a toutes les mimiques typiques des personnages de princesse dans les dessins animés. Elle rend ça crédible chez un humain, en fait. Quoi. Ouais. Elle danse, elle chante, même si c'est pas toujours sa voix qu'on entend. Voilà. Mais en tout cas, il y avait tout un aspect chorégraphique important, avec une séquence notamment où elle nettoie un appartement à la façon de Blanche-Neige, en faisant rentrer tous les animaux et tout ça. Non, c'est une grosse pâtisserie. Hein. Oui, alors avec quand même d'excellents effets spéciaux, si je me souviens bien. Je crois bien que c'est l'équipe de Richard Edlund qui avait bossé là-dessus. Il y a un travail sur les animaux, justement, qui est remarquable. Avec une autre petite anecdote sur Idina Mendes, qui joue la copine de Patrick Dempsey, qui est le personnage masculin du film, et qui a été engagée dans ce film un peu par dépit de Disney de ne pas avoir obtenu les droits pour adapter Wicked, la comédie musicale qui fait un succès énorme à Broadway et en Angleterre. C'est une des comédies phares de Londres. Et Idina Mendes, qui était la sorcière principale de Wicked, se verra offrir ce rôle et Disney ayant en tête de lui mettre un pied dans la maison pour l'avoir sous la main et pouvoir s'en servir peut-être pour d'autres productions, ce qui va arriver d'ailleurs avec La Reine des Neiges, où elle prendra le rôle principal de la reine Elsa, où elle fera la voix et les chansons évidemment, puisque c'est une chanteuse. Et voilà comment Disney a récupéré une des créatures d'une comédie musicale tant convoitée et pas obtenue. Ils ont quand même réussi à récupérer sa voix principale. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Moi, je trouve que la musique de Alan Menken, qui est le compositeur de la comédie musicale à Hollywood, c'est l'homme qui a déjà sur le film Little Shop of Horror avait fait un score formidable. C'est d'abord une comédie musicale formidable réalisée par Frank Oz avec les créatures de Jim Henson, la plante géante et tout. C'est un film absolument tordant, et une très bonne musique de Alan Menken, et c'est lui qui a remis le pied à l'étrier d'une maison Disney qui était en perdition à la fin des années 80 et qui se cherchait, et qui, grâce à La Petite Sirène, puis
qui, enchaînant La Belle et la Bête, Aladdin, a réussi à redécoller. Ils lui ont fait une petite infidélité sur Le Roi Lion parce qu'ils avaient Elton John et Zimmer. Et puis ils sont revenus à lui juste après avec les autres dessins animés, que ce soit Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame. À nouveau une petite infidélité avec Mulan, mais il est vite revenu aux commandes sur Hercule, qui n'a pas été un succès d'ailleurs, et sur des comédies musicales plus récentes. Bref, j'adore, vous l'aurez entendu, j'adore Alan Menken et ses compositions, et pour Il était une fois, il a à nouveau fait des chansons et des thèmes. Ce que je trouve intéressant chez Menken, c'est qu'il arrive à maîtriser les deux. Il maîtrise et les chansons, que je trouve réussies, et aussi le pur score symphonique de ses films. Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Je suis tout à fait d'accord. Il a donné le son du renouveau Disney, qui perdure encore aujourd'hui, quelque part, puisque Menken lui-même dit qu'il a l'occasion, dès que Disney fait une adaptation live d'un de ses classiques des années 90, ils l'ont déjà fait avec Aladdin et avec La Belle et la Bête, il réadapte sa musique. On va reparler juste après de la réadaptation de La Belle et la Bête. On va déjà écouter un morceau d'Il était une fois. Vous verrez, c'est quand même assez typique. Alors avec Enchanted, on est vraiment dans l'évocation là, hein, des origines des dessins animés de Disney. Hein. C'est tout à fait Blanche-Neige. On est une musique très cartoonish, hein, très sautillante. Mais Menken est capable aussi de choses beaucoup plus sérieuses et dramatiques, comme il l'a prouvé avec l'introduction de La Belle et la Bête, qu'on retrouve en 2017, comme tu le disais Olivier. Il a été rappelé sur les adaptations en live, et tant mieux, parce que finalement, qui de mieux que Alan Menken peut faire du Alan Menken ? C'est une bonne chose qu'il ait été rappelé quand même sur les adaptations live, même si Aladdin est une catastrophe. Ça dépend sur lequel. Autant La Belle et la Bête, il a très bien revisité le matériau d'origine. Autant Aladdin, il a été obligé de se plier je pense, oui. à des exigences et à des modes en termes d'épaisseur de son
qui lui ressemble pas en fait, et qui n'apporte rien à ce qu'il avait composé quand il avait fait la première fois Aladdin. À rappeler qu'il a aussi fait un score remarquable, moi je trouve, sur Réponse, qui est pour moi un des meilleurs Disney des 15 dernières années, que je trouve vraiment très très bien. Et voilà, moi j'aime particulièrement le travail d'Alan Menken, qui a pour moi toujours su se montrer à la hauteur. Et on va écouter l'intro donc moderne, celle de 2017 de La Belle et la Bête, et qui est très très jolie quand même. Et si vous aimez Alan Menken en mode musical, je vous invite à voir déjà une série qui est absolument hilarante qui s'appelle Galavant, pour laquelle il a composé énormément de chansons qui sont absolument superbes, tout aussi hilarantes que la série d'ailleurs. Mais il n'a pas par contre signé le score de cette même série qui est composé par Christopher Lennertz. Qui est un bon compositeur. Qui est un très bon compositeur. Pour terminer avec Il était une fois, enfin Enchanted, c'est un vrai film de fantasy, hein, nous y trompons pas. De toute façon, c'est l'idée d'un personnage qui passe d'un monde à l'autre. Donc, déjà, et puis il y a des créatures fantastiques, évidemment il y a de la magie, et il y a même un dragon. Si vous l'avez pas vu, et si vous voulez faire plaisir à vos enfants, je vous recommande de regarder Enchanted, c'est un très chouette spectacle. Ça tient debout, Et puis c'est réalisé par Kevin Lima, qui est quelqu'un qui vient du dessin animé. Il était déjà, on a parlé dans d'autres émissions de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, ce genre de truc. Il était derrière ces projets-là, ouais. Et nous en reparlerons parce que le dessin animé, c'est pour ça qu'on s'étend pas trop sur Alan Menken, mais le dessin animé fera l'objet d'une émission ou d'une série, d'une saga de Total Tracks. Et on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui et sur le dessin animé en général. Alors, 2007, c'est aussi l'année d'un film que moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour toi, Rafik, mais Stardust, qui est sorti cette même année, avec un compositeur que je connais pas bien. Olivier, tu nous en parleras sûrement plus en détail. A été une très agréable surprise pour moi, ce film. Oui, c'est pas mal, Stardust. Ça tient debout, en fait. Et c'était pas évident parce que, ça s'inscrit dans l'univers littéraire de Neil Gaiman qui est pas facile à adapter parce que c'est un écrivain qui a un pied dans la fantasy, en l'occurrence, mais aussi dans le gothique, etc. Mais aussi avec un recul un peu british, un regard critique sur les fondamentaux, en fait,
fait du récit qui est pas du tout évident à mettre en scène dans une adaptation filmique. Mélange les époques modernes, passées, les mondes imaginaires. C'est un truc que les Anglais savent bien faire, de maintenir cet équilibre comme on le voit dans la SF avec Doctor Who par exemple. Que les Américains c'est soit tout l'un tout l'autre, et généralement les adaptations risquent toujours de tomber dans la parodie pure et simple. Et Stardust était au départ, avant qu'on puisse découvrir le film, ressemblait de loin à un film qui était plus parodique qu'autre chose. En fait, non. Il arrive à maintenir quand même ce relatif équilibre entre la distance et le respect du fantastique. C'est le film qui va révéler un jeune réalisateur que j'aime bien, qui s'appelle Matthew Vaughn. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'histoire est racontée et narrée par Ian McKellen, qui jouait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est assez marrant. Matthew Vaughn, donc, qui va effectivement vraiment s'imposer au niveau international avec Kick-Ass 3 ans plus tard, et bien sûr qu'on connaît aujourd'hui pour la saga des Kingsman. Et le X-Men First Class. Et le X-Men First Class qui tient debout aussi. Outre le fait que la plus belle femme du monde joue à nouveau dedans, on la voit pas suffisamment dans les films de fantasy. Elle était dans Lady Hawk, elle est aussi dans Stardust. Et moi je soutiens que les années n'ont pas du tout changé. Non, elle est toujours aussi belle, Michelle. Elle a toujours 20 ans, même si elle joue une horrible sorcière. Donc voilà, on a un casting peut-être un peu trop hétéroclite à mon goût. Claire Danes, Rupert Everett, Ricky Gervais, Robert De Niro, Jason Fleming, Peter O'Toole, on sait même pas ce qu'il vient faire là. Une séquence plutôt embarrassante d'ailleurs où De Niro s'habille avec des vêtements de femme, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle dans le film. Mais voilà, mais non, ça tient debout, c'est sympa. Et la musique offre des moments d'inspiration assez inattendus. Encore une fois, des valses comme souvent dans le genre. On en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes, mais on n'a toujours pas résolu le mystère de qu'est-ce que la valse a à voir avec le concept de fantasy. Mais c'est quand même étonnant de voir à quel point c'est un style musical qui revient fréquemment. C'est vrai. Et là, donc, le compositeur s'appelle Ian Eshkeri. On écoute le morceau d'abord et tu nous en parles après, Olivier. Voilà, c'est court, mais ça pète pas mal. Hein. Oui, et c'est vraiment le score qui a révélé Eshkeri qu'on connaissait absolument pas à l'époque. Alors c'est marrant parce que on parlait précédemment d'Edward Schirmer. Il a lui aussi travaillé avec Schirmer et avec Michael Kamen. Il a aussi travaillé avec des artistes pop avant de venir à la musique de film. Et puis il s'est fait un petit nom depuis Stardust. Déjà, il est resté fidèle à Matthew Vaughn pendant quelques films, puisque c'est lui qui avait fait entre autres Kick-Ass, avant que ça parte en vrille et qu'il fasse venir plein d'autres compositeurs, parce que la bande originale de Kick-Ass, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère qu'on aura l'occasion de le développer à un autre moment si on fait une émission sur les super-héros. Oui, c'est une bonne idée ça. Et donc Eshkeri, qu'est-ce qu'il a fait d'autre de remarquable ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Alors justement, il a pris la suite de Schirmer pour le deuxième Johnny English, qui était dans le même ton, qui était franchement sympa. Il a fait un peu d'animation. Il y avait un film d'animation qui s'appelait Justin of the Knights of Valor. Le film vaut rien, mais la musique était plutôt bien. Et ça rentre bien d'ailleurs dans la thématique de fantasy également. Mais on attend encore des choses un peu plus remarquables que du simple accompagnement de sa part. Mais il est encore relativement jeune, donc il a encore ses chances. On espère. En tout cas, je vous recommande chaudement l'écoute de l'intégralité de l'album de Stardust, parce que tout l'album est joli. C'est un vrai bon score de bout en bout. C'est un des scores que j'écoute du premier au dernier morceau sans en zapper, parce que je le trouve vraiment très agréable. Voilà, c'était mon avis personnel, mais je le partage. Je vois Rafik qui acquiesce devant moi.
Passons en 2008 et on va revenir à un réalisateur dont nous avons déjà parlé la dernière fois. Nous affectionnons tout particulièrement. Exactement. Il s'agit de revenir à Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui revient en 2008 avec la suite de Hellboy qu'il avait donc fait en 2004. Alors pourquoi on n'avait pas parlé d'Hellboy ? On n'avait pas parlé d'Hellboy parce que le premier film notamment est à cheval entre des genres. C'est à la fois un film de super-héros selon l'intention qu'a voulu lui donner Guillermo dès le départ, qui fricote avec le gothique fantastique et de temps en temps la fantasy. Mais c'est pas très clair en fait comment le film se positionne. C'est un agrégat de plusieurs genres. C'est pas réellement fidèle à la BD dont il s'inspire. C'est un projet très ancien. Hellboy, en fait, Del Toro devait le faire dans les années 90. Il a failli le monter en 98. Et d'ailleurs, à l'époque, il était déjà en train d'envisager plus ou moins Danny Elfman, qui était quasi officiellement le compositeur de super-héros à Hollywood, puisque l'intention de Del Toro était de vraiment donner un grand coup dans le monde dans le film de super-héros. Il aurait voulu que Hellboy arrive avant X-Men, en fait. Ouais. Il se trouve que l'histoire a fait maintenant que c'est X-Men qui a vraiment démarré le règne des super-héros sur grand écran. Mais Hellboy aurait dû arriver avant. Bref, ça s'est pas fait. Donc le film s'est fait plus tard, il n'a pas eu non plus le succès escompté chez Columbia. Entre parenthèses, comment t'expliques le fait que Hellboy n'ait pas autant cartonné que ça aurait dû Déjà parce que c'est pas un personnage qui est porté autant que des Spider-Man ou des Superman ou des Batman depuis pour certains 60 ans quand même dans l'inconscient collectif. Qui connaît par exemple en France autour de nous les BD d'Hellboy, pratiquement personne quoi. Et ensuite c'est pas du plein super-héros. Encore une fois, c'est à cheval entre plusieurs genres, ouais. Donc je pense que c'est dû à ça. Et puis peut-être aussi... Et puis le fait qu'il n'a pas eu Danny Elfman pour faire le score du premier film. En fait, voilà, quand il a tenté de percer à Hollywood, on l'a rappelé dans une autre émission, il a fait ce film Mimic, qui a été une très très mauvaise expérience, mais où il a quand même bien bossé avec un compositeur qui était Marco Beltrami, qui à l'époque était porté par Miramax, puisqu'il avait il avait fait la musique des Scream, et le film Mimic était une production Miramax. Donc un bon rapport avec Beltrami, qui retrouve donc sur Hellboy. Je trouve personnellement que Beltrami lui a fourni un bon boulot sur le premier Hellboy. T'es d'accord avec ça, Olivier ? Je trouve ça plus que bon. Je pense que c'est son meilleur score encore aujourd'hui. Avec des moments très émouvants dans le film, notamment un thème sur la mort d'un personnage important, où vraiment la musique de Beltrami est mise en avant, etc. Mais Guillermo, qui a jamais été forcément très fidèle avec ses collaborateurs musicaux, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, quoi, qui marchait pas trop. Et Hellboy 2 est, de l'aveu tardif de son auteur, un démarquage énorme avec le premier, puisque là, on va clairement braconner sur les terres de Ray Harryhausen et de la fantasy des années 60. Donc Hellboy 2, c'est un pur film de Ray Harryhausen. Enfin, je veux dire, si vous avez 8 ans d'âge mental comme moi, Hellboy 2, c'est le film à voir, enfin, je veux dire, et à revoir, tellement chaque séquence est une excuse à avoir une créature absolument magnifique à l'image. Et là, pour le coup, dans un univers de fantasy beaucoup plus marqué. C'est pour ça qu'on a choisi de s'attarder sur Hellboy 2. Et Guillermo, à la surprise générale, donc ne fait pas appel à Marco Beltrami pour cette suite et fait directement appel à Danny Elfman. Elfman qui se laisse aussi séduire parce que qui dit Ray Harryhausen dit Bernard Herrmann, que lui-même a grandi avec ces films-là et qui se reconnaît dedans. Donc du coup, à cette époque-là, Elfman est plus ou moins en train d'essayer de rappeler au monde que le cinéma de super-héros et les cinémas fantastiques, c'est lui. C'est l'année où il reprend tout. Il a fait quelques années avant les Spider-Man. Là, il vient de faire Wanted. Donc, je vais faire Hellboy 2, histoire de dire, les gars, c'est mon domaine, là. On n'y touche pas. Tu vois. Je trouve pas que c'est une partition en soi mémorable, même s'il y a des moments comme celui qu'on va écouter, qui est la scène du marché aux trolls, qui est encore une fois une pure excuse à avoir des monstres en pagaille à l'image. Mais on est dans la fantasy. Le marché aux trolls, voilà. on peut pas y échapper. Et il y a un aspect hermanesque évident dans cette musique.
Olivier, tu voulais ajouter quelque chose sur Marco Beltrami ? Oui, Marco Beltrami, il a aussi fait pour Del Toro, entre Mimic et Hellboy, il a aussi fait Blade 2. C'est une très belle partition aussi. Et d'ailleurs, il était extrêmement déçu de ne pas avoir été rappelé ensuite pour Hellboy 2. Sachant que quand on écoute le générique que Del Toro lui avait fait faire sur le premier, on sent bien que déjà il y avait une volonté de singer un petit peu Danny Elfman. Donc c'est pas un hasard si Elfman a finalement été choisi ou si Del Toro a finalement eu le budget pour avoir Danny Elfman. Il y avait quand même quelque chose d'un petit peu insultant. C'est un truc, on a été beaucoup à faire chier Guillermo avec cette question-là, parce que c'était pas seulement ne pas rappeler Beltrami, c'était aussi se débarrasser de tous ces thèmes. Il y a aucune continuité musicale entre le premier et le deuxième film. Du coup, mais même graphiquement, le film est très différent entre le premier et le deuxième. C'est pas le même film. Hein. C'est quasiment pas le même film. En tout cas, encore une fois, on a presque changé de genre en fait entre les deux. Mais le fait qu'il n'y ait plus de continuité musicale, que le thème d'Hellboy n'apparaisse plus, etc. Ça faisait un peu bizarre et ça ressemblait presque à un crachat en fait sur le travail de Beltrami a posteriori, ce qui est quand même dommage parce qu'encore une fois, il a fait du bon boulot sur le premier Hellboy. Ce qui est sûr, c'est qu'ils retravailleront plus ensemble, en tout cas jusqu'à maintenant. En tout cas, Beltrami m'a dit qu'il était prêt à revenir. Si Del Toro l'appelait, mais c'est assez peu probable parce que quand on regarde, c'est le seul compositeur avec lequel il a travaillé plusieurs fois. Tous les autres films qu'il a fait depuis Hellboy 2, il a changé de compositeur à chaque fois. Ah ouais. On reste en 2008 avec un film que je connais pas bien et que j'ai vu à l'époque avec Brendan Fraser qui s'appelle Ink Heart, qui est un film de fantasy puisqu'il y a encore une plongeon dans un univers fantastique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la musique de Javier Navarrete, dont on a déjà écouté un score et qu'on retrouve ici pour une bonne partition. C'est toi qui l'avais choisi, je crois, Rafik, parce que tu avais un bon souvenir de la musique. C'est un film de fantasy déjà. On en parle pour ça. Effectivement, Javier Navarrete, comme on l'a dit tout à l'heure, après au lendemain du labyrinthe de Pan, se retrouve courtisé par les anglo-saxons et commence à essayer de se faire une carrière internationale. Inkart en fait partie. C'est un projet un peu particulier qui en fait est tiré d'un bouquin dont autrice avait conçu son livre en pensant déjà à Brendan Fraser pour le rôle du personnage principal. Elle avait envoyé une copie de son livre au comédien avec une petite note en lui disant merci d'avoir été mon inspiration. Et du coup, c'est un film qui s'est monté autour de Brendan Fraser, dont la carrière était déjà à l'époque un peu déclinante, mais dont il avait l'espoir que ce film, on va dire, gentiment charmant, dans lequel un mec qui s'appelle Mo possède le pouvoir de donner vie au personnage des livres qu'il lit à haute voix. Voilà, en ouvrant les livres de contes de fées, il donne littéralement naissance aux univers qui sont contenus. Donc c'est un film de fantasy par ce biais-là, quoi, par le fait que deux univers puissent cohabiter et qu'un personnage passe de l'un à l'autre. Ça s'appelait Cœur d'encre en français. Tout à fait. C'est plutôt un film destiné à un jeune public, mais avec un choix de casting, parce qu'en dehors de Brendan Fraser, il y avait Paul Bettany que j'aime bien, et Andy Serkis aussi, qui a un rôle important. Il y a Hélène Mirren aussi. Ah oui, c'est vrai. Jim Broadbent. C'est réalisé par Ian Softley, qui est plutôt un réalisateur rattaché à la tradition de la BBC. Donc, son seul film un peu connu, et encore, c'était The Wings of the Dove dans les années 90, là, Les ailes de la colombe, avec, je sais plus son nom, l'actrice, la compagne de Tim Burton. C'est pas un film mémorable. C'est juste intéressant de voir que Brendan Fraser, on en a parlé par rapport à un film qui s'appelait Monkey Bone, et il semble qu'il a essayé de faire tourner sa carrière autour de ça, en fait, autour de personnages mentalement instables, en fait, et qui hésitent entre le réel et l'imaginaire, et ce film en est à nouveau un exemple. Donc voilà, on peut s'écouter Javier Navarrete sur Cœur d'encre.
Eh ben, ça sent l'action, hein, tout ça. Non, c'est bien, on voit que Javier Navarrete s'est bien adapté au film de type hollywoodien et qu'il a su rendre son style très percutant. Hein, là, le film est plein d'action, enfin ça s'entend en tout cas. Action effets spéciaux, c'était Double Negative qui s'était occupé des effets spéciaux du film, qui est une boîte qui avait beaucoup bossé sur le Hellboy 2 aussi à la même époque en fait. Ouais, c'est la boîte dans le vent pour ce moment-là, ce qui est 2008 et d'ailleurs reste un film à aborder cette année-là. Un film qui s'appelle The Spiderwick Chronicles et c'est un film que je ne connais pas bien, alors qui veut m'en parler ? Les chroniques de Spiderwick, alors c'est un... Rien à voir avec Spider-Man. Une fois de plus, on est dans le territoire de la fantasy avec la cohabitation de l'univers réel et d'un univers imaginaire. On est dans la lignée aussi de Terabithia dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça fait partie de ces films qui se sont faits à cette époque-là dans cette tentative de créer une fantasy adaptée aux enfants, on va dire. Donc c'est des enfants dont les parents ont divorcé, qui se retrouvent avec leur mère dans une maison qu'elle a récupérée, qui est la maison de son enfance. C'est la maison de sa tante, je crois, qui s'appelait Lucinda Spiderwick. Et les enfants découvrent ce nouvel environnement, c'est des gamins de la ville. Ils sont pas super contents de se retrouver un peu perdus dans les bois. Et l'un d'entre eux, qui est un peu à part, on va dire, découvre qu'en fait, il y a des créatures dans le jardin. Mais tout le monde ne les voit pas, ces créatures. Donc voilà, la forêt est hantée par des créatures imaginaires. Il n'y a eu qu'un chapitre de Spiderwick. Oui, tout à fait. C'était pas tiré d'un livre, d'ailleurs. Si. C'est une série, il y avait 5 volumes à date, je crois. Ça n'a pas dû être un gros succès. Et non. Du coup, c'était un film produit par Nickelodeon. Tout à fait. Sur un scénario d'un personnage très particulier qui s'appelle John Sayles, qui est à la fois un intellectuel et quelqu'un qui a souvent bossé dans la série B de l'école Roger Corman. On lui doit un film qui s'appelait The Brother from Another Planet, où il y avait un extraterrestre venait visiter les terriens, mais en ayant la mauvaise idée de prendre l'apparence d'un homme noir. Et donc, il faisait une expérience très particulière de la Terre. Et il a fait un film assez remarquable qui est absolument et totalement inconnu, qui s'appelle City of Hope, en 1991. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille. Mais c'est surtout connu comme scénariste. On lui doit des Piranha, l'incroyable Alligator, Hurlement. Enfin, vraiment, l'école Corman à fond les ballons. Et donc, il est curieusement derrière cette adaptation. C'est pas quelqu'un qui est forcément très à l'aise avec le fantastique, mais par contre, qui sait écrire des personnages. Et le film n'est pas exceptionnel, mais les personnages de gamins ne font pas téléphoner et forcer, comme souvent dans les productions hollywoodiennes de ce type. Mm-hmm. On a l'impression d'avoir affaire à des vrais mômes, en fait. Ouais. Ça, c'est un des bons points du film. Et donc, la musique d'Horner est un peu... Et oui, parce que là, on parle de James Horner, c'est quand même pas n'importe qui. Exactement. Mais là, on arrive à une époque je trouve, de sa carrière où il semble épuisé, en fait. Et quand on écoute la musique de Spiderwick, on a envie de lui dire, mais bouge-toi, fais quelque chose. On a l'impression qu'on va aller vers un crescendo, vers une concrétisation, et on n'y va jamais, en fait. C'est assez frustrant. Il reste son orchestration qui est toujours admirable. Comme on va l'entendre dans le morceau, mais vous allez voir, on va pas jusqu'au bout, en fait. Tu as raison, je pense qu'il était fatigué, parce que en plus, on sent à l'écoute du score que il se repose beaucoup sur les films pour enfants qu'il a fait dans les années 90, entre autres plusieurs films d'animation. The Pagemaster, notamment, ce genre de choses. Ouais. Tout à fait, même les Fievel, ça c'est encore d'avant. Etc. Il n'y a pas tellement plus d'inspiration que ça, donc il y croit pas tellement au film. Cela dit, comme tu dis, ça reste du Horner, et donc ça reste du James Horner. C'est quand même super bien arrangé, super bien enregistré, donc pour ça qu'on va vous mettre un extrait.
Alors, le morceau fait 8 minutes 23, c'est le closing credit de Spiderwick's Chronicle, et comme d'habitude, enfin on l'entend bien, c'est bonne tenue, mais James Horner est totalement en pilotage automatique, comme tu disais, Olivier. Oui. Oui, on va pas le commenter plus que ça, parce que c'est quelque chose qu'on... Non, mais c'est toujours agréable à entendre. C'est toujours très bien écrit, mais on sent vraiment que l'inspiration n'est pas là. C'est comme ça. Horner nous a quand même gratifié d'excellentes partitions, mais on l'a signalé parce que le film était quand même un film de fantasy. Et on va terminer sur cette partie, sur la fin des années 2009. Alors nous nous sommes dit que nous ne parlerions pas de Solomon Kane, donc nous n'en parlons pas. Ni de la musique, ni du film. Chut. Mais par contre, on va parler du secret de Moonacre. En fait, c'est un film qui lui aussi est à cheval entre plusieurs genres, puisque c'est de la fantasy, mais en même temps c'est de la fantasy qui va beaucoup chercher du côté du film de maison hantée, puisque c'est l'histoire d'une femme dont les parents sont morts et lui ont laissé un livre qui s'appelle les anciennes chroniques de la vallée de Moonacre, qui raconte une histoire d'une princesse de la lune, qui est on est bien dans la fantasy, quoi. Elle se retrouve à vivre dans un manoir qui est le manoir Moonacre, et elle va commencer à constater des choses étranges dans ce manoir, comme de la nourriture qui apparaît mystérieusement, des pianos qui jouent tout seuls. Donc vraiment le film de maison hantée basique, avant que s'ouvre à elle l'existence d'un univers alternatif peuplé de licornes et voilà, de choses plus évidemment fantastiques, quoi. Donc c'est un film dans lequel on peut retrouver des comédiens pour lesquels on a une certaine affection, voilà, genre Tim Curry, voilà. Oui. Moi j'aime beaucoup aussi Natasha McElhone, qui est pas une actrice qui a eu forcément beaucoup de rôles marquant, mais bon, on se souvient d'elle, je crois que c'était dans Truman Show, c'est ça, hein. Donc, oui, voilà. Ça c'était bien. C'est réalisé par Gabor Ksupo, je sais même pas comment ça se prononce exactement. Voilà. Oui, c'est un réalisateur hongrois qui a pas vraiment fait qui s'est pas fait de nom. Et puis surtout qui vient de l'animation, donc le truc c'est que c'est une production, on est à cette époque-là dans les films qui sont produits dans les pays de l'Est, notamment en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Là, je crois que celui-ci est tourné en Hongrie, ce qui explique aussi le fait de prendre un réalisateur local, même si le mec il a à son actif essentiellement un dessin animé qui s'appelait les Rugrats, si tu veux, donc on ne voit pas trop le rapport avec Moonacre, mais au moins il est en mesure de parler avec l'équipe du film, voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. On va peut-être dire un mot sur le compositeur. C'est un film assez confidentiel quand même, et quand on fait des petits projets avec des petits budgets, on prend des gens pas connus. Donc il est allé chercher Christian Henson. Rien à voir avec Jim Henson. Rien à voir avec Jim Henson. Qui s'était fait connaître un petit peu avant Moonacre, 2-3 ans avant, par un film, je crois que c'était 2006, qui s'appelait Sévrance. Qui était un thriller assez sympa, assez décapant. De Christopher Smith. Hein. Ouais. Et depuis, il est beaucoup resté dans le genre du thriller ou du petit film horrifique. On l'a quand même remarqué sur un autre film qui s'appelait Black Death. Ça, je pense que vous connaissez. Ouais. Ah oui. Et aussi de Christopher Smith. Et il a une tendance comme ça à rester plutôt dans l'ombre pour pas aller trop vers les très gros projets, les blockbusters, etc. Je ne sais pas si c'est une volonté de sa part. Parce qu'il préfère les compagnies indépendantes pour avoir une plus grande liberté, parce qu'effectivement il aime bien essayer des choses un peu étranges parfois, ou alors si c'est vraiment qu'il n'a pas eu de chance jusqu'à présent, il est encore relativement jeune, donc on lui souhaite bonne chance, mais il a fait quelque chose de très joli pour le Secret de Moonacre. Oui. C'est de la vraie musique de fantasy à la Patrick Doyle, on va dire. Et ben on va terminer là-dessus, on va se dire au revoir pour cette partie, on arrive donc à la fin des années 2000, on va rentrer dans les années 2010 à la prochaine émission, donc on arrive quand même un peu au bout de cette longue aventure qu'est la fantasy en musique de film. Non mais c'est la saga de l'été, et donc avec ce format ça nous permet nous de faire une sélection la plus vaste possible. En tout cas on remercie encore nos tipeurs, n'hésitez pas à tiper, à continuer à tiper, ou à proposer à vos amis de tiper, ou à votre famille aussi de tiper. C'est Tipeee/TotalTracks, vous allez nous retrouver facilement. Évidemment vous nous retrouvez sur tous les réseaux dans lesquels on peut diffuser du podcast, c'est-à-dire SoundCloud, sur podcast, sur Apple Podcast, sur un flux RSS que vous trouverez facilement en suivant nos réseaux sociaux @TraxTotal pour le Twitter, ou notre Facebook de Total Tracks. Et puis on est aussi sur YouTube, on l'avait pas dit la dernière fois, mais nous avons aussi une chaîne YouTube dont les morceaux sont parfois un peu censurés parce que YouTube veille au grain aux droits de certaines musiques qui n'ont pas le droit de passer entre ces fourches codines.
Résultat, il y a certains épisodes qui sont légèrement censurés de certains morceaux. Mais nous sommes quand même présents sur YouTube et bientôt nous montrerons notre tête sur YouTube et nous danserons devant vous, devant vos yeux ébahis. D'ailleurs, Olivier s'entraîne pour ça toutes les semaines. Je vous embrasse les amis. Au revoir Olivier, au revoir Rafik. Salut David. À la prochaine fois, on se retrouve rapidement et on termine cet épisode de Total Tracks avec Le secret de Moonacre 2009, Christian Hanson. Et c'est tout de suite.